Eh bien, en vous levant le matin, rappelez-vous combien de fois il est précieux de vivre, de respirer et surtout d'être heureux. C'est une citation de Marc Aurèle. Nous sommes en l'an 180 après Jésus-Christ et c'est avec cette citation que nous ouvrons les portes de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans la plus belle des matinales. Nous aurons un bon petit programme à vous proposer. On parlera famille forcément avant la fin de cette émission, sans oublier que nous aurons bien sûr 3 points de l'actualité. Le 6h30, le 7h et le 7h30. Allez, la couleur du temps maintenant pour démarrer et ensuite le premier flash par Régis Kofi qui est déjà dans ce studio. A tout de suite, installez-vous. Bonjour à tous. Le début de matinée sera marqué par des pluies faibles, notamment sur le littoral est et le littoral ouest. Et par la suite, le temps y sera progressivement ensoleillé. Dans la bande centrale, on observera du brouillard ou de la brume humide tout le matin. Au nord, la brume sèche sera observée. Les températures prévues pour la matinée, on notera 22 degrés à Abengourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaki, 21 degrés à Bondougou, 20 degrés à Bouaki, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bundiali, 22 degrés à Deloa, 21 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 17 degrés à Guiglo, 18 degrés à Korogo, 16 degrés à Man, 15 degrés à Oudini, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubri, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasali, 16 degrés à Touba et enfin 21 degrés à Yamsoko. En début au milieu d'après-midi, on aura quelques averses de pluie, parfois accompagnées d'orages isolés dans les régions du littoral et du sud forestier. La bande centrale sera sous un ciel partiellement nuageux. Au nord, on aura une domination des vents secs, chauds et relativement poussiéreux. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abengourou, 33 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondougou et Bouaké, 36 degrés à Bouna, Bundiali, Deloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, Guiglo, Korogo et Man, 34 degrés à Oudini, 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubri, Tabou et Tiasali, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamsokro. Il pourrait y avoir une possibilité d'averse de pluie accompagnée d'orages sur le littoral et le sud forestier au cours de l'après-midi. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée. Bonjour à tous. Les filles et les femmes rurales au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. C'est une annonce de la ministre Nassénéba Touré en conférence de presse. Lundi dernier, la ministre de la Femme a présenté les innovations de cette célébration parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le point de Théodore Zouzou et Godefroy Okamawa. Ce pagne, présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré et ses collaboratrices, est celui choisi pour la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce pagne symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. Par exemple, la raréfaction des points d'accès à l'eau oblige les femmes à parcourir des distances toujours plus longues pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance
de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nassénéba Touré de présenter les innovations de cette édition. Le lancement de la GIF 2022 qui se tiendra le 21 février prochain au campus universitaire de Cocody. Nous allons avoir des panels autour des thèmes zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. La GIF des arts, de la mode et du spectacle et la cérémonie officielle le 8 mars sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Pour amener la jeune génération à s'approprier la lutte contre le changement climatique, la présentation d'une nouvelle génération de jeunes hommes militants en faveur des droits de la femme intitulée E4She est envisagée. Les réseaux sociaux et les acteurs de la presse sont également mis à contribution pour être des relais dans la sensibilisation et faire tomber les inégalités. La radio-télévision ivoirienne a reçu de la visite, celle de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, une démarche de la ACA qui s'inscrit dans le cadre de ses visites périodiques aux médias. L'autorité de régulation vient s'imprégner des conditions de travail des agents, non sans faire quelques propositions. Walter Amadou Ouattara. René Bougouin, président de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, reçu par Fosseni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. À ses côtés, des directeurs des chaînes radio et télé, ainsi que des responsables des autres départements du groupe RTI. Les différents points à l'ordre du jour, notamment les grilles des programmes et les réalités rencontrées dans leur mise en œuvre, les modes de sanction de la ACA sont abordés sans tabou. Membres de la délégation reçue et ceux de la structure haute ont ainsi partagé leurs avis et suggestions relativement à l'exécution du cahier de charges de la RTI. Dans l'ensemble, le président de la ACA est satisfait des productions de la radio-télévision ivoirienne. RTI fait bien son travail. Nous en avons eu encore un aperçu récemment avec la CAN. À proprement parler, pas de recommandations véritables, sauf à persévérer dans ce qui est fait, dans ce qui est bien, insister sur la signalétique, chercher, sans brider bien sûr la créativité, mais chercher à améliorer la maîtrise d'antenne à caractère polémiste. Il faut absolument aider la RTI à mieux accomplir ses exigeantes missions de service public. Le service public concourt à la cohésion nationale. Il y a des enjeux culturels, sociaux et bien d'autres. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont souhaité de la ACA moins de restrictions sur la publicité et plus de regard de cette autorité sur la concurrence que la RTI juge déloyale menée par les chaînes internationales dans l'exploitation de l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les responsables de la RTI ont convié leur hôte à une visite des studios où sont réalisées l'émission C'est Midi et les journaux télévisés. En bref, éviter une guerre en Europe. La France, l'Allemagne et la Pologne ont achevé ou alors affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron, le président français, qui a su revoir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. Toujours en bref, cette fois en image également, le pape émérite Benoît XVI a demandé pardon hier aux victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé, mais a assuré n'avoir jamais couvert de prêtre pédocriminel quand il était archevêque au souverain pontife. Il a réagi dans une lettre transmise par le Vatican, moins de 3 semaines après la publication d'un rapport indépendant en Allemagne, l'accusant d'inaction face à des violences sexuelles sur mineurs dans l'archevêché de Munich. Merci à toutes et à tous de votre attention. 7 heures, prochaine escale de l'information. Et on sera bien sûr en sa compagnie. Régis Kofi, merci. Merci pour ce 6 boutons. Merci. Excellente journée à toi, chef. Allez, pour la suite dans cette émission, c'est bien sûr le sommaire que nous allons vous offrir. Qu'est-ce que nous aurons aujourd'hui dans ce Matin Bonheur? Allez,
On commence bien sûr avec les infos jour J. Aujourd'hui, une seule information pour les infos jour J donc de ce mercredi. Et ensuite, vous aurez combien ça coûte. Comme d'habitude, à l'accoutumée, nous vous offrons tous les différents coûts des denrées alimentaires. Aujourd'hui, ce sera la boucherie du sport fitness à vous offrir bien sûr quelques minutes pour vous permettre d'avoir et de faire chez vous à la maison quelques exercices. Alors, on aura aussi la revue de presse avec Renaud. Une revue de presse classique pour aujourd'hui et sans oublier que nous allons avoir notre invité du jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui, on parlera famille avec le docteur Frédéric Zabidjo et aussi dans notre chapelet d'informations, on aura bien sûr à vous proposer un invité actu qui nous permettra de plancher sur le délégué médical. Info Express pour terminer ce rendez-vous bien sûr pour aujourd'hui. On passe maintenant aux infos jour J. Allez, les infos jour J, je l'ai dit, une seule information pour ce mercredi, Forum des mondes méditerranéens qui prend fin aujourd'hui à Marseille, en France. Et oui, ce forum qui rassemble quelques 500 acteurs de la société civile de toute la Méditerranée pour plancher sur des sujets communs. Voilà, on reviendra bien sûr sur cette information avant la fin de cette émission. Pour l'instant, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte pour aujourd'hui? Eh bien, la boucherie, voilà, nous allons commencer avec de la viande de bœuf sans os à 3 500 francs, voilà, le kilogramme, 3 500 francs le kilogramme pour la viande de bœuf sans os et la viande de bœuf avec os à 3 000 francs CFA. Merci à la réalisation qui nous permet d'avoir ces images pour illustrer ce que nous vous proposons. De la viande de mouton à présent, et oui, la viande de mouton à 4 000 francs CFA le kilogramme quand vous allez sur nos différents marchés donc et nous avons des poulets de chair à 2 000 francs CFA, voilà le kilogramme. Nous avons aussi des rognons de bœuf importés à 1 800 francs CFA le kilogramme et sans oublier aussi que nous avons des pâtes de bœuf importées à 1 800 francs le kilogramme et on va terminer bien sûr avec des foies de bœuf à 1 400 francs le kilogramme. Voilà pour combien ça coûte et on va vous permettre maintenant de faire un peu de sport. Oui, on va bouger un peu, quelques exercices en forme et vous permettre à ce que votre mercredi soit agréable. Fitness. Bonjour, je suis à la maison Côte de Bâté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, parle de fitness. Hein? Aujourd'hui, nous allons voir une petite séance de lubrification articulaire avec nos enfants. Lubrifier les articulations pour permettre à ces articulations-là de pouvoir bien se mouvoir lorsque nos enfants seront en train de jouer. On remonte ensemble. On continue. Encore. Monte. OK. Et on revient tout doucement. Descends. Remonte. Regardez toujours droit devant. Encore. Continue. Très bien. Encore continue. On monte. On grandit sur la pointe des pieds, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens tout doucement. Encore. Reste en seconde là. Serre fessier. Bascule tout le monde ensemble avec moi. Très bien. 2, 3. On reste à l'horizontale. Ryan. Viens là. Reste la main comme ça. Reste avec les mains là. 1. Monte la main. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, on change de côté. Allez, change. Tout le monde là. 1, monte la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on vient encore. Reste là. Monte les mains. 1, 2, 3. Avec le sourire. 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, récupère. Ça peut aller. On va resserrer les jambes, grandir sur la pointe des pieds. Léger. Bouge. Ensemble. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste là-dessus. Et grandis, reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en pause. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en pause. Grandis. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, à la semaine prochaine. Et oui, chaque mercredi, il donne du peps à nos tout petits avec le fitness jeunesse. Merci à tous nos coachs voilà, qui nous permettent comme ça d'être en forme, qu'on soit tout petit ou même qu'on soit adulte. Le sport, c'est important. Allez, pour la suite, dans cette émission, bien sûr, nous allons passer à nos appels WhatsApp. Nous vous permettons comme ça de nous dire, oui, quel est votre rituel matinal? Lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites et tout? Et nous adresser aussi quelques mots. Alors, avant de vous proposer cet élément, voici le numéro sur lequel vous pouvez nous faire parvenir toutes vos vidéos WhatsApp. Voilà, le 07 57 47 19 30. Je reprends, le 07 57 47 19 30. Sinon, on regarde les appels WhatsApp. Bonjour les amis, je suis Mamadi Kébé, journaliste. Alors, je vais vous partager un topo que je fais chaque matin. Quand je me réveille, je prends un bon plat cali chaud. Quand je finis de manger mon plat cali, je me mets sur la route du boulot. Arrivé au boulot, j'allume la télévision, je regarde l'édition des Matins Bonheur de ce jour. Quand je finis, comme son nom l'indique, Matin Bonheur, mon matin est un bonheur total. Je me mets maintenant à travailler. Alors c'était moi Mamadi Kébé, au revoir et puis bravo à toute l'équipe et félicitations à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vous salue, bisous. Voilà les appels WhatsApp donc que vous avez généralement comme ça dans cette émission. Un petit coucou de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Nous allons bien sûr repartir dans nos marchés pour vous donner les différents coûts des denrées alimentaires. C'est vrai qu'on avait proposé tout à l'heure de la boucherie. Cette fois-ci, c'est la poissonnerie maintenant. Nous allons les produits vivriers, autant pour moi. Nous allons vous offrir. On commence
Avec les poivrons à 700 francs CFA le kilogramme, voilà, partout chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, des carottes dont le kilogramme est à 1800 francs CFA. Les prix même sont bien sûr indiqués sur vos écrans. Des ignames Conan à 700 francs le kilogramme, voilà ce que nous apercevons à l'écran. Des graines de palme à 350 francs le kilogramme dans nos différents marché, du gingembre à 350 francs le kilogramme, voilà, toujours sur nos marchés. Aussi, la papaye à 350 francs le kilogramme et aussi, pour terminer, des aubergines violettes à 400 francs le kilogramme. Pour la suite, dans cette émission, vous aurez l'actualité avec la revue de presse en compagnie de Renaud qui va nous permettre de feuilleter nos différents titres. Donc. Et aussi, nous aurons pour la deuxième partie de cette émission à parler bien sûr de la famille. On reviendra sur cette échelle de la douleur. On va encore expliquer ces différentes étapes. On en a 5 et ce sera avec le docteur Frédéric Zabidjo. Allez, petite pause et on revient. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas, de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains, de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Il faudrait tout simplement que la propreté soit votre quotidien, tout simplement les gestes barrières à avoir, que ce soit chez vous, à la maison, au travail ou même dans la rue. La revue de presse maintenant. Expert en la matière, voilà, il est avec nous ce matin. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, première information pour démarrer cette revue de presse, lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, des militaires de 9 pays débarquent en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous. C'est dans le cadre de l'opération de l'édition 2022, plutôt de l'exercice militaire Flintock, que ces militaires seront en Côte d'Ivoire, initié par le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, en collaboration avec les États africains et d'autres partenaires internationaux. Cette activité va réunir du 15 au 28 février 2022 dans notre pays plus de 400 militaires qui prendront part à divers exercices selon Fraternité Matin. Et une question dans cette revue de presse, une question qui se pose forcément. Les trois grands de la politique ivoirienne vont-ils s'affronter à nouveau en 2025? Oui, c'est la question que se pose l'Inter. Et selon le quotidien, tout porte à croire que ce sera le cas au regard des déclarations faites par leurs lieutenants respectifs pour le confrère au sein de leur formation politique. C'est des figures fortes peinent à émerger et à faire consensus. Du coup, sauf changement de dernière minute, on risque de retrouver le président Alassane Ouattara
Ouattara, Henri Konan Bédié ou encore Laurent Gbagbo comme candidats de leur parti pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors quittons la politique et parlons d'enlèvement maintenant de cette psychose en Côte d'Ivoire. Après la police, la gendarmerie donne des détails. Oui, après le communiqué de la police nationale dans lequel il appelait à la retenue quant aux déclarations relatives au cas d'enlèvement, où il avait aussi émis quelques doutes sur le récit de la dame enlevée à Bobo et retrouvée à Djebonois, eh bien la gendarmerie nationale a produit à son tour un communiqué. Et dans cette note, dont Soir Info a reçu copie, la maréchaussée situe les faits tels qu'ils ont été relatés par la présumée victime au moment de sa déposition. Faisons maintenant notre entrée dans la ville historique de Grand Bassam qui a été secouée hier par des explosions. Oui, un camion de transport de bouteilles de gaz qui contenait 400 bonbonnes de gaz s'est renversé hier dans la ville historique, non loin du centre artisanal situé sur l'ancienne route menant à Abidjan. Et ce sont ces bouteilles qui se sont mises à exploser les unes après les autres dans un vacarme assourdissant. Cette situation, selon l'expression, a semé la panique au sein des populations de la ville. Et fort heureusement, note le site d'information, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux ont rapidement circonscrit l'incident au cours duquel, il faut noter, aucune victime n'a été enregistrée. Eh bien, Renaud, vous allez nous le dire avec plus de détails. Un adjoint au maire retrouvé pendu à son domicile. Oui, c'est dans la commune d'Abobo où il résidait que le corps sans vie de Daté Kwasi, adjoint au maire de la commune de Kwasi-Datekro, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire, a été retrouvé. Selon Soir Info qui a recueilli les témoignages de certains de ses parents, la victime, rien dans l'attitude du défunt ne laissait présager ce qui apparaît pour l'heure comme un suicide. Le confrère souligne que la police nationale a ouvert une enquête pour situer les faits. Et on poursuit donc, sixième information, 2021 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en Côte d'Ivoire depuis 1960. Oui, cette information émane de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire, Sodexam. Selon donc la Sodexam, en 2021, les principaux paramètres climatiques ont connu des variations en Côte d'Ivoire, provoquant une hausse de température que le pays n'avait donc jamais enregistrée depuis 1961. Et pour terminer, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré risque 30 années de prison. Oui, c'est la peine requise à l'encontre de l'ex-président burkinabé ce mardi 8 février 2022 dans le cadre de ce procès. Suspendu après le coup d'État militaire au Burkina il y a 2 semaines, le procès avait repris le 2 février avec les plaidoiries des parties civiles qui se sont achevées lundi. Et donc, lors de l'audience d'hier, le parquet militaire a accusé Blaise Compaoré d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué lors d'un coup d'État militaire, on se le rappelle, en 1987 avec 12 de ses compagnons. Par conséquent, il a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité. Et à noter, selon l'Inter qui en parle, que le procès doit se poursuivre avec les plaidoiries des avocats de la défense. Merci beaucoup à Renaud pour toutes ces informations. Sinon, on retient l'essentiel tout simplement et dire que c'est bien dommage ce qui est arrivé à Grand Bassam. Oui, heureusement, comme on l'a dit, selon l'Inter, que l'accident a été vite circonscrit. Oui. Il n'y a eu aucune victime. Bon, les populations ont été effrayées par les explosions parce qu'elles étaient assez fortes. On imagine, on a vu les images là tout de suite avec ce gaz butane là et tout. Oui, c'était effrayant. Vraiment. Effrayant, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Bien sûr. C'est le cas d'attirer l'attention aussi des conducteurs de gros camions là, qui transportent ces bouteilles de gaz. Souvent, ils ont des attitudes qui font un peu peur quand même. Oui. Ils font des dépassements sur les voies et tout ça, alors que ce sont des produits dangereux qu'ils transportent. J'espère que cet accident va les interpeller, quoi. Bien sûr, il faut beaucoup de prudence. Oui. Et généralement, pour ce genre de véhicules-là, il y a tout ce matériel de protection qu'il faudrait avoir. Oui. Merci beaucoup, Arnaud. Prochain rendez-vous, ce sera... tout à l'heure. Info continue. Info continue, oui. Tout à l'heure. Donc, avant de terminer cette émission, c'est celui-là qui nous permet de vous dire au revoir. Merci beaucoup. Renaud, donc, allez, vous êtes à Matin Bonheur, voilà, et nous vous redonnons le numéro pour les appels WhatsApp, et oui, le 07 57 47 19 30, pour, bien sûr, nous envoyer vos différentes vidéos pour nous dire un peu comment ça se passe le matin chez vous à la maison. Quel est votre rituel matinal? Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai qu'on aime bien prier, on aime bien manger, voilà, on fait du sport, il y a tout ce beau lot-là qu'on aimerait avoir, bien sûr, dans ces différentes vidéos. On rappelle le numéro 07 57 47 19
30 à la fin. Petite pause et nous allons entamer la deuxième partie de ce rendez-vous. À tout de suite. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art. Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. Bonjour à tous. La déclaration de la taxe à valeur ajoutée TVA se fait désormais en ligne depuis le 1er février 2022. C'est la dernière réforme engagée par l'administration fiscale qui vient de voir le jour. Son lancement officiel a eu lieu la semaine dernière à l'immeuble Siam au Plateau. Le point de Cheikh Koné. Fini le casse-tête de l'administration fiscale à gérer les énormes déperditions dans la collecte de la taxe à valeur ajoutée, la TVA, auprès de certains contribuables qui ont la propension à ne pas reverser la taxe collectée ou d'en différer le paiement. La TVA est désormais déclarée en ligne sur la plateforme de la télédéclaration et télépaiement de la Direction générale des impôts, IMPO. L'implémentation de cet outil informatique innovant se justifie par la volonté de faire de la TVA un impôt véritablement leader. On le dit, la TVA n'a pas encore pris la place qui est la sienne dans le dispositif fiscal ivoirien, puisque au jour d'aujourd'hui, elle est encore en concurrence avec l'impôt sur les bénéfices et les impôts sur les traitements et salaires. Un pays moderne doit asseoir l'essentiel de sa fiscalité sur la consommation. Et la TVA est par excellence l'impôt sur la consommation. Cette réforme, qui est une innovation majeure, s'inscrit dans une réelle volonté de digitaliser toute l'administration fiscale. Ainsi, comme on le voit, les implications de cette taxe vont au-delà des simples considérations fiscales pour toucher
l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il était donc urgent pour nous de mettre en place une administration digitalisée de la TVA qui sécurise les entreprises et leurs opérations en Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs à s'approprier ce nouveau système et à ne pas hésiter à nous proposer des pistes d'amélioration dans le sens du renforcement de la performance de la TVA. La réforme de l'administration digitalisée de la TVA entre en vigueur. Elle intervient après une série de réformes aussi multiples qu'innovantes. Fiscal, le portail e-impôt, Télélias et bien d'autres. 30 ans de prison ferme requis hier contre l'ancien président de Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987. 30 ans de prison requis également contre le commandant de sa garde, Yacine Kafondo, l'autre grand absent du procès en fuite depuis 2016. Et 20 ans contre le général Gilbert Diendéré, un de ses chefs de l'armée lors du putsch. Le procès doit se poursuivre avec les plaidoiries des avocats de la défense. Il pensait revenir construire un Burkina nouveau, envoyé en 1986, étudié à Cuba par le président Thomas Sankara en son temps. 600 jeunes de milieux défavorisés, en majorité orphelins, seront délaissés à leur retour après l'assassinat de leur père spirituel. Aujourd'hui, ils se battent pour obtenir réparation. Reportage. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il s'est retrouvé à Cuba, envoyé là-bas par Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Comme lui, 600 jeunes issus de milieux défavorisés et pour la plupart orphelins avaient été missionnés pour apprendre sur l'île de Fidel Castro comment construire un Burkina Faso nouveau. Thomas Sankara était un père et demeurait un père comme nous l'appelons aujourd'hui, notre père spirituel. Et il disait ceci: formez-vous bien pour venir développer votre pays. Et il disait aussi en substance qu'il faut avoir un ventre révolutionnaire. Ça voudrait dire tout simplement que tout ce que le pays d'accueil vous servait, il fallait le manger parce que le révolutionnaire s'adapte en tout temps et en tout lieu. Et juste après, il a été assassiné. Cet assassinat en 1987 et l'arrivée au pouvoir de Blaise Compaoré vont briser net le rêve de ceux qu'on appelle les orphelins de Thomas Sankara. Le nouveau régime leur interdit de faire des études longues, puis leur coupe les vivres. Tout ce que nous aurions dû avoir comme bourse, comme formation, était carrément anéanti. Cet idéal révolutionnaire-là était assassiné tout simplement à l'œuf et nous avec. Résultat, la plupart rentrent au pays, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus au Burkina. Nombre d'entre eux ne seront pas intégrés dans le service public, comme cela leur avait été promis avant leur départ. Stanislas Damibi a réussi à s'en sortir dans le secteur privé. Il est aujourd'hui technicien dans le génie civil. Avec l'association qu'il préside, il se bat pour obtenir réparation, surtout pour tous ceux qui ont eu moins de chance que lui. Aujourd'hui, nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide, 245 qui sont à la fonction publique sous-employés et 460 qui sont effectivement en chômage précaire. Une procédure est en cours au niveau du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pour que l'État burkinabé reconnaisse avoir failli. Les orphelins de Thomas Sankara espèrent être enfin dédommagés alors que le procès des assassins de leur père spirituel se tient actuellement à Ouagadougou. Et puis dans le reste de l'actualité, au moins 14 personnes ont été tuées hier et des dizaines ont été blessées dans un glissement de terrain dans une localité du centre-ouest de la Colombie. Selon un dernier bilan officiel, de fortes pluies ont provoqué à l'aube l'éboulement d'un pan de montagne sur des habitations. Du sport, basketball, les dés sont jetés actuellement en Serbie afin de préparer les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 de basketball féminine. Les Bleus sont désormais réduites à 10. Le staff tricolore a en effet décidé de se séparer de Caroline Herro et Asitane Kone. L'actualité revient à 7h30.
Bien sûr, toujours avec Régis Kofi. Merci beaucoup. Merci. Régis, dans quelques instants, on va parler des délégués médicaux. Tu en connais? Si. Oui. J'ai des amis dans le secteur. Oui. Comme dirait quelqu'un, un délégué médical, c'est quelqu'un qui doit d'abord forcément avoir une voiture. Mais oui. Avant de... Parce que là, moi j'ai connu un ami, bon, en son temps, qui était clair. Au bout de quelques semaines, il a commencé à me assis. Donc, ça dit qu'il faut absolument... Pourquoi tu me fais ça? Voilà. Je suis en direct. Merci Régis. Alors, nous allons donc parler, j'ai dit, des délégués médicaux avec notre invité Actu, superbement habillé dans un nœud papé, dans un 6 boutons magnifique. Il va venir, il va faire son entrée. Monsieur Fégoné Boti, voilà, qui va venir. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous êtes délégué médical et vous êtes président de la plateforme des délégués médicaux. Avec vous, on va parler de cette activité. Oui. Pour voir tous les détails. Parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il fait un délégué médical. Oui. Alors, vous allez vous installer. Merci. Installez-vous donc dans notre salon. Et déjà, vous allez nous dire en entrée de jeu quel est le rôle du délégué médical. Je rappelle juste le thème de cet échange avec notre invité Actu, la place du délégué médical dans le système sanitaire ivoirien. Alors, dites-nous, quel est le rôle du délégué médical? Alors, déjà, bonjour Thierry. Oui, bonjour. Je suis vraiment heureux qu'aujourd'hui, nous ayons une voix à la RTI pour parler de ce métier-là. Voilà, le délégué médical, c'est un commercial qui est employé par le laboratoire, par un laboratoire pharmaceutique, pour faire la promotion des produits que ce laboratoire fabrique. Et le délégué médical fait la promotion de ces produits-là auprès des professionnels de santé, notamment médecins, infirmiers, sages-femmes, ceux qui sont habilités essentiellement à dispenser des médicaments à la population. Bien sûr. Donc, le délégué médical, eh bien, il vient d'un laboratoire qui l'emmène, bien sûr, pour proposer ces produits. Et effectivement. Alors, deuxième question. Quelle est la position du délégué médical dans le système de santé? Aujourd'hui, le délégué médical devient aujourd'hui un maillon essentiel dans le système de santé ivoirien parce que lorsque le laboratoire fabrique le produit, les professionnels de santé ne sont pas forcément informés. Bien sûr. Donc, c'est lui qui est le porte-voix de ces laboratoires-là auprès des professionnels de santé. Si un médecin fait aujourd'hui 3 mois, 4 mois sans recevoir un délégué médical, aujourd'hui, il va devenir un médecin caduc. Parce qu'il n'a pas les nouvelles informations sur les nouveaux produits, sur les nouveaux process de prise en charge des pathologies. La médecine avance et elle avance avec les délégués médicaux parce que c'est nous qui donnons l'information. Donc nous sommes un maillon essentiel dans le système de santé ivoirien. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est de vraiment faire reconnaître cette position et de vraiment expliquer également à la population c'est qui le délégué médical en réalité. Bien sûr. Donc voilà effectivement l'information et nous nous battons pour cela. D'où le pourquoi de votre présence aussi dans cette émission pour ce caractère informatif sur les délégués médicaux. Alors, on comprend donc que ça doit être un bon commercial parce qu'il doit arriver à vendre. Oui, effectivement, le délégué médical, c'est un métier de prestige. Oui. C'est un métier de prestige en ce sens que pour pouvoir vendre, il faut être un très bon communicateur. Il faut maîtriser les techniques de communication. Voilà, parce que c'est vrai, nous sommes des commerciaux, mais nous sommes des commerciaux dans le domaine de la santé. Donc, maîtrise de ce qu'il y a comme aspect médical et maîtrise des techniques de communication. Voilà, on connaît tous le commercial, on ne va pas revenir sur le commercial. Bien sûr, La prestance, l'éloquence, ça fait partie... L'élégance, comme vous êtes habitué. L'élégance, effectivement, cela fait partie de notre monde. Donc, on est obligé d'avoir une très bonne image parce que notre image même décline de l'efficacité des produits que nous présentons. Bonne image, bonne efficacité de ton produit. Voici le slogan. Alors, communicateur, commercial, est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs que le délégué médical est un professionnel de la santé ou pas? Alors, je vais dire, c'est une réalité aujourd'hui et nul ne peut se cacher de cela. Le délégué médical est un professionnel de santé. Parce que sans lui, les médecins, infirmiers, sages-femmes n'auraient pas l'information sur les médicaments. Alors, il est important aujourd'hui de situer
ces deux grandes classes de personnes, les médecins, infirmiers et sages-femmes, sont des professionnels de la maladie. Ils maîtrisent la maladie. Et le délégué médical, c'est le spécialiste du médicament. Donc, forcément, qui a une notion sur la maladie. Donc, nous sommes vraiment complémentaires. On ne peut être complémentaires que nous sommes également des professionnels de santé. Donc, nous avons vraiment notre place en tant que professionnels de santé dans le système de santé ivoirien. Bien sûr. Et vous êtes à côté du pharmacien. C'est ça. Alors, le pharmacien, c'est lui qui fait les conseils. Il est, je vais dire, le point d'achèvement du malade. Et c'est lui qui dispense le produit. Donc, en plus de parler aux médecins et des qualités de nos produits, nous allons également former aussi les pharmaciens dans la dispensation de nos produits. Parce que derrière ça, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Il y a des patients qui vont directement en pharmacie pour certaines pathologies où il faut faire des conseils. Donc, il est important également pour nous de former ceux qui travaillent en pharmacie, auxiliaires, et donner également les informations aux pharmaciens. Donc, nous sommes à tous les niveaux de la dispensation d'un produit pharmaceutique à un patient. Dans cette collaboration, vous ne marchez pas sur vos plates-bandes, hein? Non, non du tout. Dans cette collaboration avec les pharmaciens, je veux dire. Non du tout. Le pharmacien, il a son rôle. Le délégué médical a son rôle. Le pharmacien, il stocke les produits pharmaceutiques. Et lui, il est chargé de pouvoir faire la dispensation aux malades. Nous venons également faire la promotion de ces produits-là auprès du pharmacien pour lui parler de l'existence de ces nouvelles molécules pour la prise en charge des pathologies. Donc, nous lui expliquons la disponibilité des nouveaux produits pour que lui, également, dans ses conseils, puisse faire cas de ce produit-là aux patients qui viennent le rencontrer. Donc, voilà. Donc, nous ne marchons pas là-dessus. Bien sûr. Nous, on fait la promotion, on ne fait pas de vente. Voilà. Donc, le pharmacien fait la vente. Nous, on est chargé de faire la promotion. Oui, vous faites la promotion et le pharmacien la vente auprès des malades, des patients. Alors, on va un peu parler de cette plateforme des délégués médicaux qui existe depuis quand? Depuis 2013. Depuis 2013. Voilà. Alors, c'est la plateforme Délémed. C'est une plateforme qui s'est rangée aujourd'hui dans la formation continue. Voilà, parce que pour le moment, en Côte d'Ivoire, dès qu'on finit notre formation de délégués médicaux, nous sommes sur le terrain. Et certains d'entre nous sont appelés à être managers et responsables de laboratoire. Il est important d'avoir une formation continue. Donc, Délémed s'est rangé vraiment dans cette ligne de formation continue. Et derrière ça, c'est une corporation qui est mal connue de la grande population. Voilà, elle est mal connue. Donc, l'objectif également avec Délémed, c'est d'emmener la population à connaître ce que c'est que le délégué médical. Voilà, quel est le rôle? Parce que quelquefois, dans les centres de santé, nous avons des difficultés avec les malades. Parce que quand ils nous voient, ils disent que on prend du temps, on vient voir le médecin, ils sont là depuis un bon bout de temps. Mais nous sommes à nos places. Nous sommes nécessaires. Et le rôle du Délémed aujourd'hui, c'est d'informer la population que le délégué médical a sa place dans ce système de santé-là. Depuis 2013, quelles sont les activités qui ont été menées comme ça, dans ce sens aussi, surtout pour sensibiliser les populations sur cet état de fait? Alors, en 2019, nous avons voulu organiser le Forum national des délégués médicaux de Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, avec la pandémie, cela n'a pas eu lieu. Et cette fois-ci, nous l'avons lancé. Et nous pensons que c'est une opportunité. Et cet événement aura lieu du 4 au 5 août à la salle Kraouyoma au Plateau, où nous allons inviter population, professionnels de santé et les différents ministères afférents pour pouvoir expliquer à la population c'est quoi le délégué médical. Et nous sommes à un point, je veux dire, de démarrage réel des activités de Délémed, et c'est un lancement. C'est un lancement et cela nous permettra de pouvoir connaître réellement le délégué médical. Nous avons fait des passages radio dans certaines radios de la place où nous avons expliqué. Aujourd'hui, nous sommes à la télé, nous sommes dans un processus évolutif et nous sommes sur la bonne lancée. Et voilà, c'est vraiment une opportunité et nous en profitons bien. Ne vous inquiétez pas, et pouvant profiter, vous avez encore 10 minutes. D'accord. à notre compagnie. Super. Alors, aujourd'hui, il y a combien de délégués médicaux en Côte d'Ivoire? Une estimation. Une estimation. On peut estimer aujourd'hui en Côte d'Ivoire le nombre des délégués médicaux autour de 3500.
Et je trouve que c'est vraiment énorme Oui. d'avoir un secteur d'activité aujourd'hui qui draine autant de monde. Et on a des petits soucis qu'on cherche vraiment à mettre en place. C'est que nous sommes des commerciaux, donc reconnus par le ministère du Commerce. On a le statut de commerciaux. Mais cependant, nous sommes tellement proches du ministère de la Santé que nous souhaiterions avoir une place plutôt au ministère de la Santé. Donc, nous y discutions. Nous discutons que nous ayons un statut assez particulier. Voilà, parce que, étant des professionnels de santé, il est important que nous puissions être affiliés au ministère dédié pour que nous puissions être plus professionnels. D'accord? Aujourd'hui, la visite médicale, c'est un secteur d'activité où on a un peu de tout le monde. Voilà, on a des professeurs qui décident de devenir des délégués médicaux. On a nous avons des instituteurs, même parmi nous, on a des professeurs d'anglais. Donc, ça veut dire qu'on vient de milieux divers et on choisit de devenir délégués médicaux. Alors, cela nous permet de nous poser quelques questions. Qui a le droit réellement de devenir délégué médical? Quelle formation pour le délégué médical? Et c'est à ces questions-là que nous voulons répondre le jour du forum, parce que on vient tout de suite, on voit le délégué médical. Généralement, ceux qui deviennent délégués, ils voient le délégué dans la belle voiture, bien élégant, comme je le suis aujourd'hui. Ah, il se dit, ben ça, c'est un métier qui est bien, voilà. Mais il a ses réalités. Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Vous parlez de bonne commodité en ce moment-là, il y a beaucoup de difficultés. Oui, effectivement, on a beaucoup de difficultés parce que nous recevons aujourd'hui de tout le monde. On a beaucoup d'établissements qui forment. Aujourd'hui, nous qui sommes responsables d'agences et de laboratoires, on a des difficultés parce que le niveau est au rabais. Voilà, le niveau est au rabais parce que les délégués aujourd'hui sont formés partout. Voilà, donc l'objectif, c'est de vraiment réguler cette corporation pour qu'elle devienne vraiment une corporation saine et forte. Voilà, pour ne pas que n'importe qui devienne délégué médicaux. Et il faudrait avoir des principes à remplir avant de pouvoir faire ce métier. Voilà, parce que c'est un métier qui est essentiellement à deux aspects, l'aspect commercial et l'aspect médical. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un combat vraiment que nous menons pour que ce secteur d'activité-là puisse être régi par un certain nombre de lois et de règles. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces actions, donc, parce que à travers vous, il y a toutes ces centaines et ces centaines de personnes qui travaillent, bien sûr, dans ce domaine d'activité. Nous allons revenir dans notre questionnaire et surtout entrer même dans la pratique de ce métier. Le rôle du délégué médical dans la dispensation du médicament, procédure d'obtention des autorisations de mise sur le marché des médicaments. D'accord. Lorsque le laboratoire il fabrique le médicament, c'est nous sommes en Côte d'Ivoire. Et on a des informations sur des laboratoires en Europe, au Maroc, quelquefois en Inde, qui ont mis sur le marché des produits qui éventuellement pourraient nous aider par rapport à certaines pathologies que nous avons ici sur le marché ivoirien. Et nous rentrons en contact avec ces laboratoires-là, nous discutons avec eux, que c'est les produits qu'ils ont, nous souhaiterons éventuellement les avoir en Côte d'Ivoire pour le bien-être de... Et lorsque cette action est menée auprès des laboratoires, qu'ils sont d'accord, nous nous rendons maintenant à l'organe de régulation, l'AIRP, qui aujourd'hui est un organe qui se bat pour que ce secteur-là soit assaini, qui se bat pour que l'enregistrement des produits soit de plus en plus facile. D'accord? Donc nous nous rendons auprès de l'AIRP avec tous les documents afférents aux médicaments pour que ceux-ci puissent, à travers des études, à travers certaines analyses, nous donnons l'autorisation de faire la promotion de ces produits-là en Côte d'Ivoire. Et lorsque on a cette autorisation, nous avons des grossistes qui récupèrent les produits et nous, en tant que délégués médicaux, nous allons donner l'information aux prescripteurs, notamment sages-femmes, infirmiers, médecins, pour leur parler de la nouvelle production qui est disponible, du nouveau produit qui est disponible. Et de cette manière, ces médecins-là utilisent maintenant ces produits pour le bien-être de leurs patients. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Depuis le laboratoire,
les distributeurs, les pharmacies, jusqu'à ce que ce produit-là puisse être dans la main du malade. C'est vraiment une chaîne et le délégué médical se retrouve à chaque niveau de cette chaîne-là. Donc, c'est vraiment un élément très important et c'est vraiment du gros boulot. Et nous sommes... Mais on ne dirait pas, hein? C'est parce que nous avons l'expérience. Voilà, nous avons l'expérience. Et derrière ça, nous essayons également de former les nouvelles générations qui viennent pour que ça soit plus aisé. Pour que ça soit plus aisé et plus professionnel surtout. Voilà, donc nous sommes encore à pied d'œuvre et je pense que nous allons y arriver. Alors, parlons de la formation, on fait combien de temps? Waouh, ça c'est une belle question. L'une des premières écoles qui faisait la formation, elle faisait sur 2 ans. Oui. Voilà. Et plus on avance, plus le temps de formation est raccourci. Oui. Aujourd'hui, on a même des établissements qui font des formations sur 3 mois. Et nous sommes vraiment sur cette bataille-là parce que la formation, réellement, c'est en 2 ans. En 2 ans. En 2 ans. Pour mieux comprendre... mieux comprendre la chose, pour avoir des notions dans la médecine et avoir des bonnes notions dans les techniques de communication, c'est 2 ans. Mais aujourd'hui, entre griffes, le chômage fait que certains travaillent ailleurs et ensuite, à la recherche du mieux-être, voilà, se retrouvent dans des écoles de 3 mois et ensuite, ils sont sur le terrain. Donc, nous qui les recevons, on a des difficultés parce que ces personnes sont encore à réformer. Donc, avec le patronat, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions sélectionner des bonnes écoles dédiées pour la formation des délégués médicaux. En tout cas, merci de nous faire comprendre que les lignes bougent dans ce sens. On va parler de la visite médicale. L'importance de la visite médicale dans la chaîne de distribution des médicaments en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de délégués médicaux, il n'y a pas de chaîne de distribution. OK. Le produit peut se retrouver chez le grossiste ou en pharmacie. Si personne n'en parle dehors, le produit reste en pharmacie. Donc, nous parlons des produits aux professionnels de santé dehors pour que ces produits-là puissent être dispensés à la population. Et derrière ça, vous prenez le cas d'un infirmier qui est affecté à Doropo. D'accord? Il est au fin fond de la Côte d'Ivoire. Il ne reçoit pas de visite médicale. Si un délégué médical ne va pas voir cet infirmier-là, ben, il est, entre griffes, un peu déconnecté de la réalité concernant les produits. Voilà. Et il y a des produits qui, aujourd'hui, ne sont plus sur le marché parce que plus efficaces. Mais si le médecin ou l'infirmier qui est à Doropo n'a pas l'information, il va continuer à utiliser ce type de produit. Voilà, on a des produits également que nous avons retirés du marché. Si celui qui est à Doropo n'est pas informé, ben, il va continuer à les utiliser. Bien sûr. Voilà, au méfait de la population. Donc, cela veut dire que, bon informateur que nous sommes, nous devons aller au contrées pour pouvoir informer les professionnels de santé qui sont le plus loin possible pour que ces médicaments qui sont disponibles en pharmacie puissent être utilisés par les populations sur tout le territoire national. C'est ça, en fait, notre grand rôle dans la distribution. Il faudrait que les produits ne restent pas qu'à Abidjan. Il faut éventuellement que ça soit distribué le plus loin possible pour pouvoir couvrir toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc voilà essentiellement le rôle dans la distribution des produits. Bien sûr. Voilà. Alors, quand on va en pharmacie ou quand on va à l'hôpital et tout, quand on voit un délégué médical, c'est celui qui est habilité vraiment à proposer tous les médicaments. Voilà. Tous ceux qui viendront à côté, non. Alors, effectivement, on s'en rend compte aujourd'hui dans les transports en commun. On a des agents commerciaux qui vendent... Médicaments urgents, comme le dit mon urgents, c'est ça. Et ils se font appeler également des délégués médicaux. Bon, c'est un abus de langage. Voilà, ils utilisent ça pour pouvoir se frotter un peu à la corporation. Il y a certains même qui vont faire la formation et qui nous rejoignent ici. Et à part le délégué médical, nul n'a le droit de faire la promotion d'un produit pharmaceutique. C'est bien dit. Nul n'a le droit. Tu feras la promotion lorsque tu es du secteur d'activité, lorsque tu es de cette corporation. Voilà, nul n'a le droit. Si vous voyez quelqu'un faire la promotion d'un produit, c'est qu'il est délégué médical.
Un bon délégué médical. Un bon délégué médical. Pas comme ce qu'on envoie dans les cars. Dans les cars, dans les transports en commun et tout. Ça. Alors, avant de terminer, vous êtes dans le médicament, donc le bon usage des médicaments et les avantages. Alors, dans l'usage des médicaments, il y a un élément qu'on appelle la posologie, l'utilisation même du produit. Quand la posologie est mal faite, c'est normal que vous n'aurez pas le résultat. Oui. Et qui informe le professionnel de santé de la posologie? C'est encore le délégué médical. Donc, c'est en cela qu'il est très important que le délégué médical, en plus de connaître les techniques de communication, doit maîtriser son produit qu'il promotionne. Parce que le délégué médical, quelque part aussi, est un danger. S'il donne la mauvaise posologie au professionnel de santé, ça va entraîner vraiment des dégâts. Voilà. Donc, derrière ça, le bon usage fait partie du travail du délégué médical. C'est lui qui doit donner l'information sur le bon usage du médicament. Aujourd'hui, les professionnels de santé ont certaines pratiques terrain. Donc, c'est des pratiques qu'ils font, mais le délégué médical ne rentre pas dans ces pratiques terrain. Oui. Nous venons donner l'information correcte. Et nous ne prenons pas de responsabilités sur une utilisation dont nous n'avons pas parlé. Merci beaucoup à M. Fegoné Boti. Voilà. On rappelle qu'il est délégué médical et président de la plateforme des délégués médicaux. En tout cas, merci de l'EMEN. Voilà. Il précise, il faut dire de l'EMEN. Voilà, de l'EMEN. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous et également. puis, on aura grand plaisir à vous recevoir encore pour nous pencher, bien sûr, sur ce sujet. Forum à venir. Bien sûr. Voilà. Pourquoi pas aussi. Voilà. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Donc, on aura le prochain point de l'actualité à 7h30 et ensuite notre invité du jour. On espère que vous passez un excellent moment sur RTI 1 dans Matin Bonheur. À tout de suite. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. Dernier rendez-vous de l'information dans cette matinale. Bienvenue à toutes et à tous. Un camion en provenance d'Abidjan pour Grand Bassam et transportant du gaz a explosé hier après s'être renversé au niveau du village artisanal. 16 magasins détruits, 3 blessés graves dénombrés. Reportage. Grand Bassam, village des artisans. Un camion de 10 roues entièrement calciné. La fumée s'échappe encore de l'épave. Le véhicule transportait des bouteilles de gaz butane pour ravitailler certainement ses points de vente pour les ménages. Malheureusement, il n'arrivera pas à destination. Ces images amateurs montrent l'ampleur des dégâts. L'incendie a fait 3 victimes blessées, prises en charge et évacuées aux urgences par les sapeurs-pompiers militaires et les secouristes d'urgence de Grand Bassam. Bon, aujourd'hui, aux environs de 13h40, on a été alerté pour un feu de camion transportant les bouteilles de gaz. Et arrivé sur les lieux, on a vu qu'il y avait des explosions et le feu se propageait vers les magasins aux alentours. Donc, notre mission, en premier temps, c'est de créer un périmètre de sécurité pour ne pas qu'il y ait des blessés et autres. Et puis ensuite, on a procédé à l'extinction du feu. Et dès notre arrivée, il faut dire que l'accès était vraiment difficile du fait des explosions, de nombreuses bouteilles de gaz. Il y avait vraiment des détonations de part et d'autre. Il y a présentement 16 magasins qui sont partis en feu. L'un des artisans sinistrés témoigne. On a essayé d'éteindre le feu, mais vraiment on n'a pas pu. Et les braises qui tombaient là, ont pris les herbes, c'est allé vers le réservoir
quand tout a commencé à brûler, on n'a pas pu rester là. Il y a 16 ateliers qui ont été recensés, qui sont brûlés. Cet incident malheureux de Grand Bassam rappelle la dangerosité du gaz domestique en cas d'accident, même lorsqu'il est transporté dans les meilleures conditions de sécurité. Ironie du sort, la plupart des taxis communaux de Grand Bassam utilisent ce gaz domestique à la place du carburant, un détournement d'usage pourtant interdit dans le transport. Mobilité électrique dans le transport intégré. Le projet a été lancé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La Côte d'Ivoire vise les véhicules électriques comme solution. Il s'agit également de réduire la pollution de l'air provenant de la consommation de combustibles fossiles tels le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Grâce Kando. Le projet Transport intégré durable va permettre d'introduire les véhicules électriques en Côte d'Ivoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air en milieu urbain. Nous avons dans ce carburant environ 2000 ppm de soufre, alors que dans les autres pays développés, nous avons seulement 10 ppm de soufre dans leur carburant. Il y a un effort à faire. Est-ce qu'on peut rester dans cette situation qui impacte la santé des habitants, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires? Le projet Mobilité électrique est soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 300 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, le Togo et la Sierra Leone sont les 3 pays de la CEDEAO concernés par ce projet pilote. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver même au niveau des 2 roues aussi, à les amener à utiliser aussi l'électricité pour que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser significativement. Le ministère des Transports a pris la décision d'interdire l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans, concernant les petits véhicules. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre parc se rajeunisse. Le projet Mobilité électrique s'appuie sur des objectifs spécifiques. Former et renforcer les capacités des acteurs, surtout les professionnels du transport, faire la démonstration des essais de véhicules électriques et développer des plans d'affaires pour susciter l'engagement du secteur privé. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, un quart des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie provient du secteur des transports. Ce chiffre devrait atteindre un tiers d'ici à 2050. Le reste de l'actualité en bref, l'organe législatif de transition en Guinée qui doit décider de la date de retour des civils au pouvoir a tenu samedi à Conakry sa première réunion 5 mois après le coup d'État, faisant un pas dans la satisfaction des exigences des États ouest-africains. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée, on se retrouve demain. Cependant, Matin Bonheur se poursuit avec Anjouan Tougère. Merci beaucoup à Régis Kofi voilà, pour ce dernier point de l'actualité concernant Matin Bonheur. On va le laisser aller se reposer, prendre encore d'autres informations pour venir demain. Une autre cravate, un autre gilet. Hein? Ce sera quelle couleur? Belle chemise. Une autre belle chemise. Voilà, ouais, merci pour le rajout. Merci. Ce sera quelle couleur demain pour le gilet? Bon, enfin, on ne sait pas pour l'instant. OK, ou peut-être on laisse Madame choisir la couleur. Peut-être. Et le style. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Régis. La Saint-Valentin, c'est pour bientôt, hein, donc... Oui, la Saint-Valentin, c'est pour bientôt. Bon, on s'apprête. Il adore le zouglou, mais il ressemble pourtant avec sa finesse, bien sûr, à un amateur de zouk. Ouais. Oui, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Je t'ai bien eu. Merci beaucoup à Régis Kofi. Alors, ce numéro pour nous permettre d'avoir des vidéos pour, bien sûr, vos rituels matinaux. Voilà, 07 57 47 19 30. Et tout simplement, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez faire le matin. Voilà. Est-ce que vous aimez faire du sport? Est-ce que vous aimez prier? Est-ce que vous aimez boire de l'eau? Est-ce que vous aimez méditer? Pourquoi pas aussi pour bien commencer la journée. Voilà. Alors, nous allons recevoir notre invité du jour qui va faire son entrée. Donc, voilà. Avec lui, on va parler de l'échelle des douleurs. On va rester dans l'émotion. Donc, on en a parlé
rappelé il y a quelques semaines. On va encore revenir là-dessus et terminer parce qu'on n'avait pas dit, c'était le 5e pilier, bien sûr. Monsieur Frédéric Zabidjo, voilà, qui va venir. Bonjour. Vous allez vous installer. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Bienvenue. Merci infiniment. J'ai une information pour vous. Oui. Vous savez quoi? Mon premier invité, il était gourou. Et malheureusement, vous l'êtes aussi. Oui. Heureusement. Deux gourous sur le plateau, ça c'est le nec ultra top pour le pays. Ouais. L'ingénieur de son aussi à gourou. Ah, mais vous êtes nombreux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, mes esclaves? Non, on vient pour essayer de coloniser tous les peuples de Côte d'Ivoire. Ah, voilà qui est bien dit. Dommage, on aurait pu mettre du loup Suzanne Azou pour vous permettre de danser. Mais bon, c'est pas bien grave. Oh, mais je peux esquisser quelque part des danses. Ah bon, hein? Ouh là là. Jingle, et on revient. Voilà, nous sommes en compagnie de M. Frédéric Zabidjo. Avec lui, bien sûr, nous parlons du 5e pilier de l'échelle des douleurs. On a déjà évoqué cette échelle et les différents compartiments. Alors, on va revenir là-dessus avant d'entamer ce 5e pilier-là. On parle de quoi lorsqu'on parle d'échelle des douleurs? Merci infiniment de revenir sur ce sujet qui est d'importance pour la population. Oui. Parce que très souvent, dans notre marche quotidienne, nous rencontrons des problèmes. Nous sommes heurtés dans nos relations avec les autres, nous essuyons des blessures émotionnelles. Oui. Et quand on a ces blessures-là, la douleur reste. Si on ne la soigne pas, la douleur reste et elle s'empire. Mais quand elle s'empire, elle prend en fait des marches d'escalier. C'est une image. Elle prend des marches d'escalier, mais comme on méconnaît justement ces marches d'escalier, très souvent, il se trouve que quand on arrive au top de la marche, de cet escalier de la douleur, on a l'impression que tout va bien, alors qu'au contraire, c'est là que tout va mal. Donc, il est important d'informer les gens. On avait dit que quand quelqu'un est heurté au début de la relation avec quelqu'un d'autre, il se plaint. On est dans la plainte, on verbalise en fait nos ressentiments. Et quand il n'y a pas de solution, on monte sur la 2e marche des escaliers où les émotions sont à vif. Ce qui était à l'escalier 1 s'intensifie, on est plus en colère, donc on se plaint davantage. Et ici, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on pleure et on extériorise de la violence. On va extérioriser notre inner side, notre fort intérieur, par de la violence, violence verbale, violence physique. Quand rien n'est fait à ces niveaux encore, on monte sur la 3e marche, qui est la marche où on recherche des solutions en externe. On va rencontrer, par exemple, un témoin de mariage, on va rencontrer un frère, on va rencontrer le père, on va rencontrer un homme de Dieu, on va rencontrer un membre d'une communauté, etc. Quelqu'un qui a de l'influence et qui pourrait nous aider à résoudre le problème qui nous turlupine tant. Mais quand on n'arrive pas à trouver de solution, on prend la 4e marche. Et à ces niveaux-là, les choses s'intensifient. Mais il y a quelque chose, cette fois-ci, de nouveau qui intervient. À ces niveaux, on ne recherche plus de solution. Oui. On s'est dit, bon, ben, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler avec son témoin. Je suis fatigué de parler avec sa maman. Je suis fatigué de me plaindre. Donc, je ne me plains plus, je ne parle plus. Bon, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je suis là. Je suis là, je me concentre sur mon travail, je me concentre sur mes enfants. C'est ce genre de raisonnement, en général, qu'on entend quand on est au 4e niveau de la marche de la douleur. Ça veut dire qu'on a très mal. Malheureusement, il y a ici, ce qui est spécial, c'est qu'on est dans le déni de la douleur. On nie qu'on a mal. Et donc, quand on nie qu'on a mal, on se dit que la douleur n'existe pas. Mais j'aime bien rappeler aux gens que, vous savez, on peut subir, par exemple, une opération où, bon, il y a une plaie qui est ouverte sur notre ventre, par exemple, mais on nous anesthésie pour faire cette opération-là. L'anesthésie ne fait pas disparaître la douleur totalement. L'anesthésie va nous donner l'impression que la douleur n'existe pas, mais ça, c'est juste le moment que le médicament met pour faire ses effets. Mais dès lors que les effets du médicament disparaissent, la douleur revient. Bien sûr. Et pendant que l'anesthésie est là, si on ne traite pas la plaie, elle va s'infecter. C'est la même chose au niveau des plaies émotionnelles. Donc, quand on a la plaie, c'est vrai qu'on est dans le déni, donc on a l'impression qu'on a plus mal, mais en réalité, ce n'est pas vrai. On a mal, on dénie juste le mal. Et quand on ne résout pas là le problème, c'est à ce moment qu'on monte sur la dernière marche, qui est la marche la plus grave et la plus dangereuse. Parce que sur cette marche, il se passe beaucoup de choses importantes. Sur cette marche-là, non seulement les émotions s'intensifient,
Mais en plus de l'intensification des émotions, je parlais de la colère, je parlais de la jalousie, je parlais de la tristesse, je parlais de l'angoisse, etc. Non seulement ces émotions s'intensifient, mais en même temps, elles commencent à produire un jeu d'hormones à l'intérieur de nous. Oui. Et ce jeu d'hormones-là, à son tour, commence à affecter négativement notre santé physique. Premier niveau des dégâts. C'est là qu'on va assister à l'apparition, par exemple, des ulcères d'estomac. Oui. On va assister à des insomnies, à de la dépression. C'est à ce moment-là qu'on va assister à l'apparition de certaines cardiopathies. C'est à ce moment-là qu'on va assister, par exemple, au niveau de certaines femmes, à l'apparition de certains kystes ovariens. C'est à ce moment-là qu'on peut assister à l'aggravation ou à l'apparition de certains diabètes chez certaines personnes, de l'hypertension artérielle. Oui. Je ne dis pas que toutes ces pathologies que je viens de citer ont pour unique source les blessures émotionnelles, mais j'ai dit les blessures émotionnelles font apparaître aussi ces maladies-là. Et ça peut les aggraver aussi. Donc il faut faire très attention. Okay. Ce n'est pas parce qu'on est dans le déni que ces choses n'existent pas. Au contraire, il faut faire attention. Non, ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, oui. Il faut savoir que la blessure émotionnelle va venir ici affecter notre façon de concevoir même certaines choses. Ça va affecter notre capacité cognitive. Ça va faire que désormais, on peut être on oublie facilement les choses. Ça va faire que désormais, on peut développer, par exemple, une hypersensibilité sur certains sujets qui ne devraient pas, en fait. Et cela, ça affecte négativement nos relations avec les autres. Vous savez, on ne fait pas un lien. Et ce lien-là, il est d'importance. On peut être dans un couple, on est blessé par notre mari, on est blessé par notre femme, mais on ne fait pas attention au fait que la blessure qu'on a essuyée dans notre couple va nous poursuivre sur notre lieu de travail. Oui. En affectant, par exemple, nos compétences, en affectant, par exemple, notre vigueur, en affectant notre façon de faire. Parce que quand on est blessé, on tombe dans une sorte on devient un peu amorphe, et puis quand cela évolue, on peut tomber dans une sorte d'évolution où on n'a envie de rien, on perd l'élan vital, par exemple. Et ça, ce sont des éléments précurseurs d'échec dans beaucoup de choses que nous initions. On ne voit pas que, par exemple, on peut aller d'échec en échec parce qu'une blessure va créer les conditions justement de cet échec-là. Parce que la blessure va conditionner notre façon de penser. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Oui. Imaginez que vous êtes déçu de quelqu'un qui vous a trahi. Comme vous avez été victime de trahison avec M. Pierre, par exemple, cette trahison-là, vous vous en servez et vous vous dites « Plus jamais dans ma vie, je ne donnerai l'occasion à quiconque de me trahir à nouveau ». Cela fait que quand vous rencontrez tout le monde, désormais, vous devenez très méfiant avec tout le monde. Et quand vous êtes méfiant avec des gens avec qui vous n'aviez pas de relation antérieure, ces gens-là se disent « Mais attends, mais quel est le problème? Quelle est l'utilité pour moi-même d'entrer en relation avec quelqu'un qui se méfie de moi? Donc ça ne sert à rien. » Vous voyez que vous-même, vous êtes en train de créer des fermetures de portes devant vous. Des portes qui pouvaient s'ouvrir. Et vous faites en sorte que ces portes-là se ferment juste à cause de votre attitude liée à une blessure antérieure qui n'a pas été soignée. Alors, docteur Zabi, dites-nous, c'est vrai qu'on va poursuivre toujours sur ce 5e pilier-là parce qu'on l'a dit, c'est le plus intense, ce pilier c'est le plus dangereux, avec aussi des conséquences très graves sur notre santé et aussi sur notre physique, notre intellect. Voilà. Mais dites-nous, est-ce que dans toute cette chaîne du 1er au 5e niveau, est-ce que souvent le laisser tomber à sa place? Le laisser tomber doit avoir sa place. Oui. Ce n'est même pas que ça a sa place, ça doit avoir sa place. Parce que si on ne lâche pas prise, si on ne laisse pas tomber les choses, qu'on reste accroché à ces choses-là, c'est justement l'élément qui nous permet d'intensifier nos émotions. Je prends un exemple. Allons-y. Une femme se retrouve avec un mari qui la trompe, par exemple. Il la trompe. Et puis, elle est tellement affectée par cette tromperie-là qu'elle le voit, elle lui dit « Mais attends, dis-moi, c'est avec qui tu m'as trompé ?» S'il répond à la question « Je t'ai trompé avec ta sœur », ça aggrave le problème. Donc là, elle est encore sous une émotion plus intense. Oui. On m'a trompé et en plus de ça, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec ma sœur. Elle va poser une 3e question. Mais tu m'as trompé avec ma sœur, mais où est-ce que vous avez fait ça? Quand le monsieur va dire « Bon, comme souvent, je n'ai pas d'argent, c'est souvent à la maison. » Waouh, là, c'est plus grave. C'est plus grave encore. Oui. On pleure davantage, on est plus en colère et tout. Maintenant, plus on pose des questions parce qu'on ne veut pas lâcher, plus on se donne des raisons d'avoir mal. Donc, il est bon souvent qu'on laisse tomber certaines choses. Parce qu'à la fin de la journée,
qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à être bien. On recherche à résoudre la situation. Mais est-ce que les différentes questions qu'on se pose qui vont affecter négativement notre santé, notre vision, nos rapports avec les autres, est-ce que ces questions-là résolvent le problème? La question ultime revient à cela. Oui. Quand je demande, mon mari, il m'a trompé, ma femme m'a trompé, c'est déjà quelque chose que je ne supporte pas. Si je ne me contente pas de ça et que je cherche à savoir avec qui elle m'a trompé, bon, c'est toujours bon de le savoir pour que peut-être on puisse prendre certaines dispositions. Mais est-ce que ces dispositions peuvent empêcher l'autre de poser l'acte s'il a envie de faire? Non. C'est dans la tête des gens qu'il faut dresser les barrières. Parce que quand la barrière n'est pas dans la tête, que la barrière est physique autour de la personne, elle peut contourner cette barrière-là, ou bien ces barrières. Donc, il faut plutôt frapper sur le mental de la personne. Et la meilleure façon de le faire, ce n'est pas de poser des questions qui vont nous affecter négativement. Oui. Je l'ai dit, ça affecte la santé physique. Ça affecte la santé psychologique. Ça affecte les relations avec les autres. Et puis, comme on est dans le déni de la douleur, alors qu'un humain, il a par exemple des glandes lacrymales qui lui permettent de pleurer, quand il ressent une douleur vive, alors, et quand il arrive au 4e niveau par exemple de l'échelle et qu'il monte au 5e niveau, il dénie son droit à extérioriser sa douleur par exemple par des pleurs. Il s'est dit, bon ben moi, ces messieurs-là ne méritent pas que je pleure pour lui, je ne pleure plus. Donc, les glandes veulent sécréter les larmes, lui il s'oppose à cela, c'est un phénomène qui se déroule à l'intérieur de lui-même et qui le détruit sans qu'il s'en rende compte. Ça le déshumanise. Parce qu'un humain, s'il a les glandes lacrymales, c'est pour pleurer. Un humain, ça doit pleurer quand ça a mal. Un humain, ça doit ressentir de la peur, ça doit ressentir de la peine, ça doit ressentir ces choses-là. Ça, c'est ce qui est humain. Ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Pour déshumaniser quelque part. Pour qui à la fin de la journée? Pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour une situation qui ne le mérite pas. Il faut toujours comprendre que on n'a aucun intérêt à s'attacher, à s'agripper à ce qui nous fait mal. Quand quelque chose nous fait mal, il faut lâcher prise. Lâcher prise, premièrement, en décidant, en prenant la décision ferme de lâcher prise, de laisser tomber. Oui. Parce que quand on n'a pas décidé, même si les gens nous parlent, l'homme de Dieu peut vous dire, il faut pardonner à ton frère. Mais si vous n'avez pas décidé de lui pardonner, vous ne pardonnerez jamais. Votre maman, votre papa, un ami, le témoin de mariage peut vous donner des conseils, il peut vous dire des choses. Si vous n'avez pas décidé, vous ne pouvez pas. Donc, la première chose pour pouvoir lâcher prise véritablement, c'est de décider de lâcher prise. Est-ce que quelque part, on peut être je m'en foutiste? Peut-être on se sent à l'aise Non, ce n'est pas tellement du je m'en foutisme, c'est de décider de laisser tomber. Pas que je m'en fous, parce que quand quelqu'un a cette attitude, si vous voulez... désinvolte, voilà. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Ça frise un peu le désordre et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ça encore, c'est une autre façon de nier ce qui existe. Bien sûr. Non, je suis d'accord que je suis blessé. Mais moi, je décide de passer outre. Je décide d'aller au-dessus. Je décide de laisser tomber. Je décide de ne pas m'accrocher à ça parce que je comprends les enjeux. Je sais que quand je ne pardonne pas à celui qui m'a fait mal, ce n'est pas à lui que je fais du mal, c'est à moi-même. Et ça n'a rien à voir avec ce que les livres en disent. Ça, c'est ce que les livres en disent, c'est la parole de Dieu. Oui. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est une question de foi ou de croire ou bien de ne pas croire. Mais moi, je m'en tiens aux effets purement physiques et médicaux. Quand moi, je suis en colère contre vous, chers frères, c'est moi qui ai cette émotion de la colère. Et quand je suis en colère, c'est moi qui sécrète de l'adrénaline, pas vous. Et quand je sécrète de l'adrénaline, c'est mon sang qui circule plus vite, pas votre sang. Quand je sécrète de l'adrénaline, c'est mon cœur qui bat vite, pas votre cœur. Et c'est mon cœur donc qui peut céder, pas le vôtre. C'est moi qui peux développer une hypertension, pas vous. C'est moi qui peux développer des insomnies, pas vous. C'est moi qui peux développer un ulcère d'estomac, pas vous. C'est moi qui peux développer, par exemple, une infertilité au niveau sexuel, pas vous. Vous êtes tranquille alors que vous m'avez blessé et que j'ai mal. Donc quand je regarde tout ça, quand je regarde ce que j'ai à perdre, quand je regarde ce que je perds, je me dis, ça n'en vaut pas la peine. Il m'a fait mal, c'est vrai, mais ce que je perds est beaucoup plus grand que ce qu'il m'a fait. Moi, je passe au-dessus. Je décide de laisser tomber. Je vais lui pardonner. Maintenant, comment pardonner? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un de pardonner. Bien sûr. Et nous sommes tous volontaires pour pardonner. Mais comment on pardonne? Pour pardonner, il faut se mettre à la place de l'autre et trouver
des explications à son acte. Je n'ai pas dit des excuses, des explications. Plus on trouvera des explications plausibles, moins on aura mal. Je reprends. Plus on trouvera des explications à son acte, moins on aura mal. Je donne un exemple. Allons-y. Ma femme me trompe. J'aime bien prendre ces exemples-là parce que c'est le quotidien des gens. On l'a constaté. et puis, comme moi, je suis gourou, j'aime bien parler de tout ce qui est lié au couple et tout ça. OK, voilà. Merci beaucoup. Allons-y, docteur. Donc, je prends l'exemple d'une femme qui trompe son mari. Ma femme me trompe. Ça me fait mal. Ça me fait très, très mal qu'elle me trompe. Parce que ça provoque en moi de la frustration. Je suis frustré parce que je suis relégué au second plan. Ça me fait très mal parce que je prends ça comme de l'injustice. Ça me fait très mal parce que j'ai le sentiment d'avoir été trahi. Oui. Ça me fait très mal parce que j'ai le sentiment d'avoir été humilié, d'avoir été abandonné. Ouais, j'ai les 5 grandes familles de blessures émotionnelles. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, si elle a pu faire ça, c'est certainement parce que peut-être que je ne crée pas les conditions qu'il faut pour qu'elle ne fasse pas ça. Je me remets en cause. Je ne justifie pas son acte, mais je me dis, peut-être le manque d'affection que moi j'aurais dû lui donner est peut-être la source de ces incartades à l'extérieur de notre couple. Est-ce que forcément les explications, vous avez dit on ne doit pas parler d'excuses, hein, mais est-ce que les explications que nous allons trouver sont forcément fondées? Peut-être qu'on va se dire ça pour pouvoir calmer un peu cette douleur que nous avons. Le but de l'exercice n'est pas que ce soit fondé. Le but de l'exercice, c'est que ça m'apaise. Donc, quand moi, je me dis ça, moi, ça fait descendre un peu la pression à mon niveau. Que ce soit vrai ou pas, je ne cherche pas à savoir si ce que je dis est vrai. Peut-être qu'elle ne me trompe pas pour toutes ces raisons que moi j'évoque. Mais moi, tant que je me dis ça et que ça me soulage, c'est bon pour moi. Ça me permet de descendre. Et ça me permet de poser des actes qu'il faut pour rattraper la situation. Parce que c'est le plus important. Si je me rends compte que très souvent, je ne suis pas à la maison, évidemment, c'est une personne qui a des besoins affectifs. Parce que le premier besoin de la femme, c'est le besoin d'affection. Si moi, je ne suis jamais là pour lui donner cette affection, elle peut être en manque. Ça ne justifie pas le fait qu'elle aille chercher ça dehors. Mais au moins, ça explique le fait que quand on n'a pas suffisamment de ressources solides pour pouvoir faire face à une situation, on peut tomber. Et donc, comme moi, je sais que j'ai ma part, ben, je prends ça comme ça. Et puis, je me dis, il faut que désormais, je sois plus présent dans sa vie. Tout simplement. Alors, on va donc conclure. Que doit-on retenir, bien sûr, de ces échelles de la douleur et surtout de tous ces paliers que nous traversons souvent sans le savoir? On doit retenir que quand on arrive au 5e palier, qui est le dernier, très souvent, on est dans le déni. Et deuxième chose qu'on a quand on est là-bas, c'est à ces moments-là que naissent les envies suicidaires. Parce qu'on a envie d'éliminer la source de notre problème. C'est à ces niveaux-là que naissent les envies, par exemple, de meurtre. Parce qu'on s'est dit, c'est l'autre qui me fait mal, il faut qu'il n'existe plus. Il ne faut surtout pas arriver à ces niveaux. Et quand on y est déjà par inadvertance, il faut se dire, c'est une urgence vitale. Il faut que je redescende vite. Et pour redescendre, il faut que je pardonne. Pour redescendre, il faut que je laisse tomber. Pour redescendre, il faut que je lâche prise. Pour redescendre, il faut que j'aille à des solutions pour changer la situation en bien. C'est ce que je peux dire aux téléspectateurs. Vraiment qu'on ne reste pas en train de dire, en train de nous conforter dans le fait que, bon, là maintenant, comme je ne ressens plus rien, donc tout va bien. Au contraire, c'est là que tout va mal. Parce que c'est en ce moment-là qu'on peut avoir envie de commettre un meurtre. Et puis on peut le commettre sans même avoir décidé. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Merci beaucoup. Dr Frédéric Zabidjo, avec qui, bien sûr, nous avons parlé aujourd'hui du 5e pilier de l'échelle des douleurs et de toutes ces étapes à traverser. Donc, comment faudrait les traverser? Et surtout, il ne faudrait pas s'appesantir là-dessus parce qu'il y a, bien sûr, d'énormes conséquences sur notre santé, sur notre intellect, voilà, et sur notre vie de tous les jours. Merci à vous et puis très, très bon mercredi. Merci infiniment. Alors, vous restez un peu avec nous. On va terminer cette émission en sa compagnie. Lui, c'est Renaud, tout simplement, qui nous offre Info Continue. L'Union européenne lève les sanctions contre le Burundi.
Voilà, alors Renaud, que nous allons avoir toutes nos excuses pour cette interruption. Voilà, on permettra à nos téléspectateurs d'avoir Renaud dans quelques instants seulement. Si on est prêt, on pourrait repartir donc avec Info Continue. Voilà, on repart. Merci Renaud. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Donc, l'Union européenne lève ses sanctions contre le Burundi. Cette décision donc, est le résultat de plusieurs mois de dialogue politique entre l'UE et le Burundi. Et selon les autorités de Bruxelles, elle est l'aboutissement du processus politique pacifique mené lors des élections générales de mai 2020 qui apporte une lueur d'espoir à la population de ce pays. Le Pérou a un nouveau gouvernement. Le président Pedro Castillo a nommé ce mardi l'avocat Aníbal Torres en remplacement de l'ancien Premier ministre Héctor Valer Pinto, accusé de violences domestiques et qui n'est resté en fonction que 3 jours. C'est le 4e gouvernement en 6 mois depuis l'arrivée au pouvoir du président péruvien de gauche Pedro Castillo, et c'était le 28 juillet 2021. Et puis, à la fin de son mandat, Donald Trump n'a pas transmis des lettres de Kim Jong-un aux archives nationales. Selon le Washington Post, le service américain des archives a dû se déplacer à la résidence de Donald Trump en Floride pour saisir les cartons qui contenaient ces lettres et d'autres documents que l'ancien président avait emportés lors de son départ en janvier 2021 de la Maison-Blanche. Il faut savoir que la loi américaine impose à tout chef d'État, à la fin de son mandat, de transmettre l'ensemble de ses mails, lettres et documents de travail aux archives nationales. Merci, Antoine. Merci beaucoup, Arnaud. Voilà, on a eu un peu chaud, mais ce sont des attaques. Hein? On va confier ça à l'Éternel. Merci beaucoup à Renaud, qu'on va retrouver bien sûr demain. Merci à vous, Dr Frédéric Zabidjo. Merci infiniment. Avant de vous laisser, eh bien, pour les infos jour J, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, en France, à Marseille, plus précisément, aura lieu le Forum des Méditerranées. Voilà, c'est un rassemblement de plus de 500 acteurs de la société civile de toute la Méditerranée. Pour ma part, je retrouverai donc demain, jeudi, on parlera santé dans cette émission. Ce sera notre rendez-vous pour vous informer encore. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis 6h25. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé, bien sûr, sur ce rendez-vous. Que Dieu vous garde. Excellente journée et bonne suite de programme sur RTI.